Ça y est, DaVinci Resolve 19 est sorti de la phase bêta, c'est enfin la version finale. J'avais fait une vidéo à la sortie de la version 19 bêta dans laquelle je vous expliquais toutes les fonctions. Eh bien, je vous remets cette vidéo, comme ça vous êtes au courant et vous pourrez savoir à quoi vous avez droit maintenant que la version finale est sortie. Amusez-vous bien! Alors tout d'abord nous avons un nouveau tracker, un tracker qui est à la fois dans la page Color et dans la page Fusion. C'est un tracker intelligent à base d'intelligence artificielle et comme tout ce qui est intelligence artificielle dans DaVinci Resolve, c'est toujours réservé à la version Studio. Si vous n'êtes pas encore passé à la Studio, vraiment passez-y, je ne peux que vous le conseiller, ça coûte vraiment rien, la licence est à vie, profitez-en, il y a de plus en plus de choses spécialisées dans la version Studio, allez-y. C'est quoi cet IntelliTracker? Alors ici on va passer dans la page Color et on va vouloir traquer, je sais pas, par exemple ceci, mettons que on a envie de rajouter ici un petit effet uniquement sur ce phare, un petit peu de bleu, voilà, on va rendre ce phare un peu bleu, et je vais vouloir traquer cet effet. Donc je vais ici dans mes trackers, je choisis IntelliTrack, en choisissant IntelliTrack, ça va traquer un seul point. Donc ici je vais choisir mon point, je clique ici, et je vais placer mon point sur mon phare. Je lance ensuite le tracking. Voilà, il traque bien mon phare, ça va vraiment vite, et on peut voir le résultat, ça fait bien mon petit effet bleu sur le phare qui est traqué. Alors pourquoi avoir encore un nouveau tracker? Apparemment, comme c'est un tracker basé sur de l'intelligence artificielle, il a été entraîné sur des situations réelles, et donc il est plus adapté à des cas un peu particuliers, genre tout d'un coup il y a quelque chose qui va venir passer devant le point qu'on veut traquer, il va être moins susceptible de ne pas pouvoir traquer un point qui est caché momentanément. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Dans la série, on fait la même chose, mais un petit peu mieux, un nouveau denoiser, le Ultra Noise, de nouveau de l'intelligence artificielle, donc de nouveau, c'est que pour la partie studio. Ici, j'ai un plan, vous allez dans la partie denoise, et on voit ici que dans les Spatial Noise Reduction, il y a dorénavant le Ultra NR. C'est assez simple, vous cliquez sur Analyse, automatiquement il va placer un point dont il estime que c'est un bon point de repère pour faire les settings de ce Ultra Noise Reduction, et automatiquement il a fait le setting, donc il a considéré qu'il faut appliquer 4,7 en Luma, 1,2 en Chroma, et ça y est, votre settings est fait, vous pouvez lire. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin vous-même d'ajuster la Luma, la Chroma, vous pouvez toujours le faire vous-même après si vous en avez envie. Vous pouvez également modifier ici l'échantillon, le laisser calculer tout seul. Vous voyez qu'automatiquement, comme j'ai agrandi, il a demandé plus de Luma et un peu plus de Chroma. C'est un peu adapté à l'échantillon que je lui ai demandé, et directement, on peut lire. Alors on n'est pas dans du temps réel, faut le savoir, mais ça fait bien le boulot. Toujours dans la série, la même chose, mais encore un peu mieux, le Speed Warp a un nouveau settings pour aller plus vite. Le Speed Warp, c'est l'un des settings pour faire un ralenti vraiment très smooth, mais actuellement, il était vraiment très lent. Donc voyons ici, si par exemple, je vais choisir un ralenti à 50% de ce magnifique clip de Bollywood. Ici dans Retime et Scaling, je suis bien en Optical Flow, donc la meilleure qualité possible, mais dans le Motion Estimation, avant j'étais d'office en Speed Warp Better, c'était le seul Speed Warp qu'on avait, et du coup c'était très lent. Vous voyez ici que c'est vraiment quasiment pas du tout du temps réel, c'est très lent. Dorénavant, on a le Speed Warp Faster, et là, oh magie, ça y est, on a du temps réel. Et la qualité est franchement très bonne. La qualité sera encore meilleure si vous choisissez le Better, mais honnêtement, la qualité est déjà super la plupart du temps. Vous n'aurez pas besoin de passer en Better, on a enfin du temps réel avec le Speed Warp, les amis. La détection des interlocuteurs dans la transcription audio. Dans la version 18.5 est arrivée la transcription audio, c'est-à-dire la possibilité que DaVinci Resolve repère le texte qu'il y a à l'intérieur d'une piste audio et ensuite de pouvoir faire du montage directement à partir du texte. Mais s'il y avait plusieurs personnages, c'était une seule et même description. Dorénavant, vous pouvez avoir un texte qui est séparé selon les interlocuteurs. Pour cela, ici, je vais choisir mon clip audio, je vais dans Audio Transcription et vous voyez que dorénavant, il y a Speaker Détection. Ce qui veut dire que après, maintenant que cette option est choisie, quand je vais lancer ma transcription, ça me fera bien après le détail de qui parle à quel moment. Autre grosse amélioration dans l'audio transcription, c'est qu'on peut enfin travailler sur la timeline, et ça, mais c'est tellement bien. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, nous avons une timeline avec dessus déjà un fichier qui contient de l'audio. On voit que l'audio, c'est un enregistrement d'un épisode de Joli Pixel. On voit que régulièrement, j'ai des arrêts où je ne parle pas. C'est le moment où je cherche un petit peu mon texte et de quoi je vais bien pouvoir parler après. Et tout ça dure environ, 13-14 minutes. Ici, je vais pouvoir prendre non pas un fichier média directement, mais bel et bien une timeline. Et je vais aller faire la transcription audio de ce fichier. Bon, il a été déjà fait, donc c'est pour ça que c'est hyper rapide. Et premier bouton magique, vous voyez que je vais appuyer ici, ça va enlever tous les silences dont je vous parlais, c'est-à-dire que ça va faire du montage directement et enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Regardez bien la magie.
Déjà ça, moi je suis waouh. Mais c'est pas tout. Après, on peut carrément aller monter comme on ferait de l'édition texte dans un document Word par exemple. C'est-à-dire que si par exemple je veux que ici le mot mais en moins le mettre tout au départ, eh ben, je vais couper ce mais en moins, je vais monter tout au début de mon document, je fais coller, et ça y est, ça m'a bel et bien collé ça au départ. Écoutez bien, mais en moins. Ça commence par mais en moins. Donc en gros, vous allez pouvoir faire du montage exactement comme vous faites du découpage au sein d'un traitement de texte. On vit un monde merveilleux, moi je dis. Merveilleux, oui. Une nouvelle façon de modifier la configuration audio d'un fichier. Ici, j'ai choisi un petit fichier, et dans File, une nouvelle partie audio configuration. D'une part, ça vous montre ici votre fichier, qui est ici un fichier, je vous le montre, deux canaux d'ailleurs, parce qu'on dit canaux quand il y a deux canaux. Donc ici, vous avez bien vos deux canaux que vous entendez en même temps, mais vous pouvez également les entendre séparément. Ici, mon canal gauche, donc canal, parce qu'on dit al quand il y a un canal. Et mon canal droit, oui, je vais faire cette blague très souvent. Donc ça déjà, c'est très pratique pour aller préécouter un petit peu qu'est-ce qui est sur quelle piste, mais c'est pas tout. Ici, je vois qu'il considère que c'est un fichier stéréo. Or, comme c'est vraiment un micro de chaque côté, donc il y a un micro pour un interlocuteur à gauche, un micro pour l'autre interlocuteur qui est à droite, en fait, dans l'absolu, moi je veux pas un stéréo. Moi, ce que je veux, c'est deux fichiers mono que je vais mettre sur deux pistes mono pour traiter chacune des pistes séparément. Donc, j'ai pas besoin de deux canaux stéréo, j'ai besoin de deux canaux mono. Eh ben, il suffit de cliquer dessus, de faire deux canaux mono, et ça y est, c'est réglé. Avant, c'était quand même plus compliqué les manipulations qu'on avait à faire. Maintenant, il suffit de changer et de choisir mono. Et ce n'est pas tout. Au sein de mono, je peux aussi décider de désactiver cette piste-là, par exemple. Ça veut dire que lorsque je vais importer, il ne va voir qu'une seule piste, et je peux également muter une piste. Là, c'est différent, il va bel et bien importer la piste, mais il va la muter. C'est pas mal. La possibilité de restaurer un backup d'une timeline, même si la timeline a été effacée. Depuis, je pense, la dernière version de DaVinci Resolve, il était possible de créer des backups de timeline, c'était assez pratique. Donc backup toutes les X minutes qui permet de récupérer une ancienne version d'une timeline. Mais si jamais on effaçait la timeline, ben, malgré le fait qu'on avait des backups, on ne pouvait pas avoir des backups d'une timeline, étant donné qu'il n'y avait plus cette timeline. Dorénavant, c'est possible de récupérer le backup, même si la timeline a disparu. Démonstration, si j'ai une timeline SpeedWarp, je l'efface, et après je me dis, merde, en fait j'en aurai encore besoin, mais je l'ai plus. Eh ben si, je l'ai encore, parce que je clique sur les trois petits points, et je vais aller choisir Deleted Timeline Backups, et il me montre qu'effectivement, il y a une timeline que j'ai effacée, il me montre les backups dedans, il y en a un à 10h43, un à 7h32, je vais prendre celui de 10h43, je le restaure, et voilà, j'ai récupéré mon SpeedWarp Backup. On a dorénavant la possibilité de ne pas exporter certaines pistes vidéo lors de l'export. Pour cela, vous allez dans la page Delivery, vous allez ici dans l'onglet Vidéo, vous allez descendre dans les Advanced Settings, les settings avancés, et vous allez choisir, non pas d'avoir choisi Render All Video Track, donc faire l'export de toutes les pistes vidéo, vous allez désélectionner ça, et du coup, il vous permet de choisir quelle piste vous ne voulez pas exporter. Par exemple, la 2, je n'en veux pas, et je peux comme ça en choisir autant que je veux. Je peux par exemple aussi ne pas exporter la piste 1. Et ça c'est pas mal si par exemple vous avez une vidéo avec des textes que vous allez devoir traduire en plusieurs langues, vous pouvez faire sur chacune des pistes vidéo vos plusieurs langues de texte, et ensuite au moment de l'export vous allez simplement choisir quels sont les textes que vous voudrez voir ou ne pas voir. C'est bien pensé ça, On peut dorénavant choisir une piste en particulier lorsqu'on fait une synchronisation de médias basée sur la forme d'onde. Je m'explique, ici on a deux médias. Si ce sont deux caméras qui ont enregistré le même événement, ça veut dire qu'on peut synchroniser l'audio, et en synchronisant l'audio, on synchronise la vidéo en même temps. Donc super, pour cela on choisit bien nos deux médias, et on va ici choisir Auto Align Clip. On a choisi Auto Align Clip, et donc on fait une synchronisation en se basant sur la forme d'onde, mais ici, dorénavant, c'est ça qui est nouveau, on peut choisir sur quelle piste va se baser l'ordinateur pour essayer de comparer les formes d'onde audio afin d'effectuer la synchronisation. Si vous avez une piste sur laquelle il y a de l'audio qui est probablement une meilleure source pour faire cette synchronisation, vous allez choisir cette piste-là. Vous pouvez soit choisir manuellement, soit mettre en mix, c'est-à-dire à ce moment-là, il va faire un mix de toutes les pistes, et il se basera sur ce mixte pour faire la synchronisation, mais vous pouvez également choisir automatique, et dans ce cas-là, c'est DaVinci Resolve qui va choisir la piste qui, selon lui, est la meilleure pour effectuer la synchronisation. Alors, vous le savez peut-être, une des grandes différences entre la page Cut et la page Edit, c'est que dans la page Cut, ici, la tête de lecture, elle bouge pas, mais c'est les rushs qui bougent, alors que dans la page Edit, la tête de lecture, elle bouge, et les rushs, ils bougent pas. Et lorsque j'arriverai au bout, ici, ça va se redéplacer, et on peut aimer ou ne pas aimer ce comportement de la page Edit, mais dorénavant, on a le choix, puisqu'ici on a un nouveau menu déroulant, voilà, c'est une nouvelle présentation de ce qui était avant présenté différemment, c'est pour ça que c'est nouveau, si c'était pas nouveau, ce serait la même présentation, et je n'en parlerai pas, et on ne perdrait pas un temps absurde à m'entendre dire des choses qui sont très évidentes.
Mais bref, dans ce nouveau menu, il y a Fixed Playhead, et dorénavant, non, vous ne rêvez pas, on est bien dans la page Edit, et on a bel et bien une tête de lecture fixe. Pas mal! Vous le savez, avant, évidemment, le gestionnaire de keyframe de la page Edit était vraiment très pourri. Eh ben, ça y est, il y a une toute petite modification qui fait que c'est un petit peu mieux. Voilà, ça reste pourri, hein, mais c'est un petit peu mieux pour une chose. C'est que dorénavant, on peut rajouter un effet OpenFX. Je vais rajouter ici un petit point clé. Je vais avancer mon image et faire un autre petit point clé. Il y a donc une évolution. Ici, j'ouvre cet horrible éditeur de keyframe. Je vais choisir ici mon effet de blur. Et ben, dorénavant, ça y est, enfin, on peut rajouter des courbes de Bézier aux effets OpenFX. C'est même dingue que ce soit considéré comme une nouveauté, ça devrait avoir toujours existé. Ça y est, c'est enfin là, on va pas se plaindre non plus. On peut à présent éditer les textes plus directement dans le viewer. Donc là ici j'ai un titre texte plus, avant il aurait fallu aller dans l'inspecteur et dans la partie texte changer le titre, et bien maintenant plus besoin. Si dans le sélecteur d'overlay vous avez bien choisi Fusion Overlay, dorénavant vous pouvez cliquer directement et on voit que ça a rajouté un petit curseur qui nous permet simplement d'effacer notre titre et de rajouter par exemple « Abonne-toi ». C'est d'ailleurs un très bon moment pour vous le dire de vous abonner à cette chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos. Je compte d'ailleurs probablement un petit peu creuser dans certaines des nouvelles fonctions. Si vous voulez pas vous louper ça, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Petite modification au niveau des favoris de vos effets, donc ceux que vous avez choisis pour mettre de côté. Dorénavant, ils sont classés par catégorie. Donc on retrouve ici dans un effet fusion, j'en ai un Resolve FX Stylize, j'en ai un, dans les Magic Animate, j'en ai un. Voilà, ça permet de s'y retrouver quand on a vraiment beaucoup de favoris, ça permet d'un petit peu mettre de rangement dans tout ça. Un petit changement tout simple, mais qui fait tellement de bien parce que ça m'énervait personnellement, c'est au niveau du champ de recherche des effets. Par exemple, ici, je recherche un effet de zoom blur, je vais ici dans mon champ de recherche, je tape zoom blur, et là je me dis, ah non, ça marche pas, pourquoi? Ah bah oui, c'est parce que j'avais cliqué Toolbox, alors qu'en fait c'est un effet OpenFX, donc je vais avoir cliqué sur OpenFX, et là je vois mon zoom blur. Voilà, c'est embêtant comme comportement. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quoi que je tape, il aille chercher dans tous mes effets, pas dans certaines catégories. Dorénavant, vous me voyez venir, c'est possible. Vous choisissez pour cela ici le menu déroulant, prenez All Folder, je suis ici dans Toolbox, et ben c'est pas grave, je peux taper Zoom Blur, et je l'ai mon Zoom Blur. C'est simple, mais ça fait tellement de bien. Des nouveautés également dans la page Fusion avec le multipoly. Alors qu'est-ce que c'est le multipoly? Eh ben je vais en choisir un. Ça permet de faire des formes, ça jusque-là on a toujours eu. Donc si je crée un masque sur mon image, mais dorénavant je peux avoir plusieurs masques, plusieurs formes au sein de ce même node. Ici je vais en créer un deuxième, je vais rajouter ici un en polygone, hop, voilà, je l'ai créé. Je vais en créer un petit troisième avec des B-splines, voilà, et comme ça, on retrouve chacune de ces formes qui ont été créées au sein d'un même node. Ça simplifie pas mal la vie. Autre nouveauté dans Fusion, et celle-là c'est une bien, le Reference Composition. Alors qu'est-ce que c'est? On va ici choisir un clip, j'ai 3 clips sur ma timeline, je choisis mon premier clip, et je vais ici choisir de créer une Reference Composition. Voilà, la voici, les ref, hop, je fais Create, ça m'a créé automatiquement ici, si je vais dans mon master, un nouveau média qui s'appelle ref. Je peux ici ouvrir Fusion et je vais aller faire des petites modifs dans Fusion. Je vais faire quoi? Je vais rajouter ici un petit rectangle et ici un petit effet de couleur sur ce rectangle. Je reviens ici à ma timeline, forcément, ça a fait ce que j'ai voulu dans Fusion, jusque-là c'est normal, mais là où c'est nouveau, c'est que vous allez pouvoir choisir un clip, choisir votre Reference Composition, et ici, dans le clip, vous faites clic droit, et vous faites Link to Reference Composition. Donc là, il va le lier à le clip de référence que j'ai choisi dans mon Media Pool. Et regardez ce que ça fait. Automatiquement, ce clip-là, il contient le même effet. Pareil, si je vais ici sur le troisième, je vais faire Link to Reference Composition. Il est toujours bien ici choisi. Donc je fais Link, et pareil, il a l'effet. Mais là où c'est chouette, c'est que dorénavant, ils sont synchronisés. Donc celui-là, je peux l'ouvrir dans ma page Fusion, je modifie par exemple la couleur, je le mets en vert, et bien comme ils sont linkés, dorénavant, ils sont tous les trois en vert. Donc vous voyez un petit peu les possibilités créatrices. Quand vous savez que vous allez appliquer le même genre d'effet à un ensemble de clips, eh bien vous les linkez ensemble, et ils sont toujours liés. Ça, c'est vraiment super. Hein? C'est bien. Si, c'est bien. Dans la page color aussi, il y a du neuf, il y a encore une nouvelle façon de modifier les couleurs, comme si on en manquait. Il y a dorénavant ceci, le Color Slice. Alors ici on a une fabuleuse image de Bollywood, c'est toujours un plaisir évidemment de travailler sur ces images, parce que c'est très coloré. Comment ça marche le Color Slice? On voit qu'on est ici séparé par couleur de base, donc le rouge,
le jaune, le vert, le cyan et la couleur de peau. Et bien par exemple, je vais pouvoir travailler sur le rouge. Alors, si je peux voir qu'est-ce qui est considéré comme rouge dans mon image, je clique ici, on voit qu'effectivement ça c'est du rouge, donc je vais travailler sur la robe de monsieur, et je vais par exemple modifier un petit peu le hue uniquement de sa robe. Voilà, je vais modifier, on voit qu'on la veut un petit peu plus bleue, très bien, et peut-être qu'on veut augmenter un petit peu la densité ici de cette couleur, voire changer un petit peu la saturation. Et voilà, très rapidement, on a fait cette modification. Pareil ici pour le bleu, ici c'est probablement ici le cyan, oui, effectivement c'est bien le cyan. Eh ben, je le veux peut-être aussi un petit peu plus dense, voilà, très bien. Et vous voyez que très rapidement, on a créé un avant-après qui est quand même assez radicalement différent avec un seul nœud et sans avoir à chipoter à beaucoup d'outils différents parce qu'on aurait pu vraiment faire ça sans trop de problèmes avec d'autres outils. Mais là, ça a été très rapide. Au départ, honnêtement, moi je me disais encore une autre façon de faire la même chose. Mais là, j'avoue que c'est très rapide, hein. Donc c'est bien. Encore du changement au sein de Color, le Node Graph Stack. Alors comment ça marche ce Node Graph Stack? Tout d'abord, il faut changer un settings ici au niveau de vos préférences du projet, aller dans Général Options et descendre ici jusqu'à Node Stack Layer. De base, vous aurez un seul Node Stack Layer, c'est-à-dire le comportement d'avant, tout est au même endroit. Ici, on peut monter jusqu'à 4. Alors, on en choisit 4 et on peut également nommer ces différentes couches. Par exemple, je vais ici nommer première couche correction et ma couche 2, on va l'appeler effet. Je fais save et on voit que par exemple, ici, automatiquement, ma première couche, ma couche de correction, c'est celle qui est sélectionnée, mais je peux également passer dans ma couche effet. Alors, comment ça va se passer? Ici, dans ma couche correction, je vais par exemple ici aller simplement désaturer mon image. Très bien, peut-être que je vais ajouter plusieurs comme ça petites corrections, et ensuite je vais rajouter des effets. Donc ça, je vais les traiter dans un autre endroit pour que tout soit mieux rangé. Par exemple, je vais aller rajouter un petit effet de vignette. Ici, une petite vignette, un petit glow, voilà. Et donc dans la pratique, ça se passe exactement comme avant. C'est-à-dire que c'est toujours des nœuds qui sont les uns à la suite des autres, sauf qu'on commence ici par la première série, donc la série correction, qui est ensuite envoyée dans la série effet, qui sera ensuite envoyée dans L3, et ensuite envoyé dans L4, et ensuite envoyé comme toujours, comme c'était le cas également avant, dans Timeline. Donc d'une part, c'est du rangement, mais c'est pas que du rangement. Parce que dorénavant, ici, si tu rajoutes ma galerie, si on fait Grab Still, c'est-à-dire un enregistrement à la fois de l'image, mais de tous les effets contenus dans l'image, eh bien, ce Grab Still, il contient également ces rangements différents. Ce qui veut dire que dorénavant, si je veux aller faire la correction de ce clip-là, si à présent sur cet autre clip, j'ai envie d'appliquer les effets de ce style-là, eh bien, soit je peux appliquer l'entièreté de l'étalonnage de ce style, mais je peux également appliquer uniquement la couche correspondante. Par exemple, si je veux rajouter uniquement la partie correction, mais pas la partie effet, eh bien, je vais sur le style et je vais faire uniquement Play Active Layer. Et c'est uniquement la couche de correction qui est appliquée. Si je vais dans ma couche d'effet, il n'y a aucun effet. Je fais un undo, je veux faire exactement l'inverse. À présent que je suis dans les effets, si je vais choisir mon Apply Active Layer, il appliquait que les effets et non pas la partie correction. La preuve, si je vais dans la partie correction, il y a effectivement rien qui est changé au niveau de la saturation. Donc ça, de nouveau, ça va changer un petit peu la façon de penser et la façon d'appliquer beaucoup plus facilement certaines parties d'effets à un ensemble de clips. Un nouvel effet dans Color, le Defocus Background, afin de retirer un peu de mise au point dans l'arrière-plan. Alors pour cela, on va choisir notre Defocus Background, je vais ici le rajouter. De base, vous voyez que ça ne fait strictement rien, c'est normal, c'est parce qu'il s'applique soit à une Power Window, soit encore mieux au Magic Mask, c'est évidemment très adapté pour le Magic Mask. Je vais donc rajouter mon Magic Mask, vous connaissez le Magic Mask, ici je choisis le sujet que je veux masquer et je lance un petit tracking en avant, en arrière. Mon tracking est fini et donc dorénavant je peux utiliser ce blur et vous voyez que effectivement ça me permet de faire uniquement un blur sur l'arrière-plan. Dans l'absolu, on pouvait faire ça aussi avant avec un Gaussian blur. Là, le gros avantage, c'est que c'est plein d'outils qui sont réunis au sein de ce Defocus Background qui est vraiment fait pour créer ce flou d'arrière-plan. Donc d'une part, effectivement, on a le blur, mais il y a également la saturation, c'est-à-dire qu'on peut désaturer légèrement l'arrière-plan, ce qui est pas mal pour davantage mettre en valeur notre personnage principal. On peut également coloriser l'arrière-plan. Là, il est colorisé en bleu, ici on peut choisir évidemment notre couleur, mais oui, bleu, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc je vais essayer refroidir un petit peu l'arrière-plan sans toucher à mon personnage, et on peut aller encore dans les options plus avancées, on peut choisir le type de blur. Soit un blur gaussien, qui est un peu le blur le plus classique, soit un blur de lens, donc un blur d'objectif, qui a le gros avantage qu'il va pouvoir créer des bokeh. Ici, si vous voyez, ici, il y a des choses qui sont un petit peu plus lumineuses, et donc si on augmente le blur, ça crée un effet de bokeh
qui est quelque chose qu'on ne retrouve évidemment pas du tout sur un Gaussian blur. Là, on retrouve l'effet de bokeh, donc c'est un effet plus réaliste pour simuler un effet d'arrière-plan flou créé par un objectif. Et on peut également améliorer un petit peu les highlights, donc on verra un petit peu plus les bokeh qui sont créés. Donc de nouveau, un ensemble d'outils pas mal pour se simplifier la vie, pour tout faire au sein d'un seul et même node. Des améliorations aussi au niveau du Face Refinement. Est-ce que vous connaissez le Face Refinement? C'est probablement l'un de mes effets préférés, l'un des plus puissants qui est au sein de Color. Alors Face Refinement, faudrait que je vous fasse une vidéo un jour là-dessus parce qu'il est vraiment bien celui-là. Ça permet, vous le savez peut-être, d'aller faire des corrections sur des parties très précises du visage. Dorénavant, il y a un petit changement, ici je peux détecter les faces, automatiquement il repère qu'il y en a une seule de face, celui-là est de dos donc c'est pas de face. Je peux ensuite lancer ici mon tracking, là il va aller traquer l'entièreté, vous voyez bien qu'il repère ce qui est un sourcil, ce qui est des yeux, ce qui est le nez, ça a toujours existé, mais il y a plein de petites améliorations un petit peu partout dans ce Face Refinement, dont une que je vais vous montrer ici, parce que sinon, honnêtement, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, on va prendre un moment où mon visage est de face. Il y a dorénavant le Side Lighting, donc ça veut dire que je vais pouvoir aller rééclairer mon visage uniquement à gauche ou uniquement à droite. Par exemple, ici, la partie droite, je vais pouvoir un peu monter le gain, et vous voyez que je vais monter le gain comme si j'avais un projo uniquement sur mon visage. Vous voyez que ça n'affecte que cette partie de mon visage, pas l'autre partie du visage. Et donc on peut comme ça aller travailler des choses très précises au sein de l'image, et le tout basé sur le visage qui a été repéré par intelligence artificielle. Un nouveau plugin encore dans Color, le Film Look Creator. Alors ça porte bien son nom, ça permet de créer un look de film. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, au plugin Dehancer. Dehancer d'ailleurs qui m'a proposé de faire une review de leurs produits, et j'avais dit non parce que je trouve que c'est le genre de plugin qui est chouette, mais honnêtement 95% de ce qu'il fait, on pouvait le faire avec DaVinci Resolve. Et là curieusement, DaVinci Resolve il rajoute ce plugin qui en gros fait ce qu'il savait déjà faire. En fait ça rejoint de nouveau cette même logique de oui, on savait déjà le faire avant, mais il fallait plein de nodes différents, il fallait aller dans plein d'endroits différents pour arriver au même effet. Ici, tout va se faire au sein d'un même node et au sein d'un même effet. Donc on est de nouveau dans cette logique de gain de temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais choisir mon Film Look Creator. Et vous voyez ici que de base, on a certains presets. Bon, par exemple, ici on a un look de 65 mm, ici un look de 35 mm, ici un look simplement cinématique, ici un bleach bypass, etc. où je peux faire évidemment un custom. Et au sein du custom, j'ai un ensemble de paramètres que je peux modifier. Voilà, des paramètres, comme je vous disais, qu'on peut vraiment retrouver à plein d'autres endroits, mais qui sont ici regroupés de manière que c'est finalement assez simple d'aller modifier des choses et de créer effectivement un look cinéma sans avoir à rajouter 20 000 choses différentes. Je pense que ça plaira aux gens qui n'ont pas envie d'avoir à apprendre toute la partie Color de DaVinci Resolve, qui est un petit peu effrayante. Donc là, c'est très simple, vous pouvez très rapidement créer un look très sympa avec ça. C'est beaucoup moins poussé que les outils très détaillés de DaVinci Resolve, mais c'est un résultat assez immédiat, assez rapide, de bonne qualité. Donc pourquoi pas? À présent, dans Fairlight, quelques nouveautés. Nouveautés tout d'abord au sein des EQ de l'égaliseur. Enfin, il se passe quelque chose quand j'appuie sur Play et que je regarde mon égaliseur. Oui, enfin, on a un visualiseur dans la partie égaliseur, il était temps que ça arrive. Donc ça c'est pratique pour repérer un petit peu les différents volumes de chacune des fréquences. Et enfin, autre petite différence, c'est que lorsqu'on a ici sur une bande d'égalisation ce type de modification là, donc qui va baisser le volume après un certain niveau de fréquence, dorénavant ici je peux choisir à quel point ça va vraiment descendre drastiquement, soit de 24 dB, de 18, de 12 ou de 6. Autre nouveauté, toujours à base d'intelligence artificielle, donc toujours réservé à Studio. Eh oui, c'est le Music Remixer, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Alors ici, j'ai une piste avec de la musique. Je vais ici sélectionner cette piste, je vais dans mon inspecteur, ou bien ici sélectionner la piste, et vous voyez qu'ici dorénavant j'ai Music Remixer, en plus de Voice Isolation, Dialogue Leveler, il y a également 3 autres nouveaux, on va en parler après. Ici pour Music Remixer, c'est assez dingue, je peux aller rendre muet certaines parties de cette musique, alors que pourtant je n'ai qu'une seule piste, je n'ai pas une séparation de pistes. Tiens, j'ai pas envie d'écouter le chanteur, je fais Mute Voice. Il est parti le chanteur, vous dites oui c'est peut-être un morceau où là il parlait plus. Non, je vous assure, si je démute, c'est dingue, c'est juste dingue. Et on peut faire ça avec absolument tout. Par exemple, je peux aussi vouloir retirer la batterie. Ou au contraire, peut-être que j'aime bien ce morceau, mais j'aime que la batterie. Je vais muter absolument tout le reste, et hop. Et donc je peux soit être radical et absolument tout muter, ou je peux ne pas muter les choses, mais simplement modifier le volume de chacune des pistes. Par exemple, j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de batterie, je rajoute la batterie.
coup je la descends. Bref, vous voyez un petit peu les possibilités que ça ouvre, ça je pense que je vais bien m'en servir. Le dialogue séparateur, donc le séparateur de dialogue, c'est un petit peu le cousin, et c'est même un peu un dérivé de Voice Isolation. Vous connaissez Voice Isolation, ça permettait d'isoler la voix sur une piste son dans laquelle il y avait la voix et un son d'ambiance derrière. Mais on était plusieurs à demander, oui c'est chouette, mais et si on veut l'inverse, nous, si on veut que le son d'ambiance et pas la voix? Eh ben ça y est, maintenant c'est possible avec le dialogue séparateur. Pareil ici, on clique sur la piste, on choisit dialogue séparateur. Écoutons d'abord la piste seule. Alors cette piste son, c'est moi qui récite du Shakespeare dans un Luna Park. Bah oui, on s'occupe. Ça donne à peu près ceci. To be or not to be, that is the question. Et alors ce que faisait le Voice Isolation avant, ben on peut le faire aussi avec le dialogue séparateur, c'est-à-dire qu'on peut muter le background, donc plus de Luna Park. Whether it is nobler in the mind to suffer. Super, mais dorénavant, on peut muter la voix. Et on n'a plus que le Luna Park. Eh bah oui. On peut également muter l'ambiance. Alors ici, je pourrais pas vous le faire écouter, mais le principe de muter l'ambiance, c'est de muter les réverbérations. Si vous prenez dans un local qui a beaucoup de réverbérations, vous pouvez les retirer à l'aide de ce petit bouton-là. Et pareil que pour le Music Remixer, vous pouvez soit choisir de directement muter, ou modifier le niveau, un peu plus de voix, un peu plus de background. Ça, c'est intéressant. Par exemple, on peut commencer avec... Voilà, on a les deux qui sont plus ou moins équilibrés, et au fur et à mesure, on va pouvoir augmenter le background, comme si Shakespeare était emporté par un torrent de Luna Park, ce qui donnerait à peu près ceci. Voilà, bref, il y a encore moyen de s'amuser avec tout ça. Et enfin, dans les nouveaux effets audio, il y a le Docker. Alors le Docker, ça permet de nouveau de faire quelque chose qu'on pouvait faire avant, mais de manière plus compliquée. C'est vraiment très fort la logique de ce DaVinci Resolve 19. La même chose, mais plus simple. Alors c'est quoi un docking? C'est le fait d'avoir, par exemple, une piste voix et une piste musique, et on veut que la musique remonte lorsque la voix ne parle pas, et que la musique descende lorsque la voix parle. Ça, on pouvait le faire avant via la dynamique au sein de Fairlight. Dorénavant, on a un effet Docker qui fait tout ça et de manière plus simple et avec de l'intelligence artificielle. Je vais vous faire d'abord écouter un petit peu les deux. Ici on a la musique et puis on a de la voix. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Non, pas encore. Abonnez-vous. Ben, on n'entend pas assez ma demande d'abonnement parce que la musique est trop forte. Je vais utiliser mon Docker, tiens. Hop, je clique, je fais Docker et il me demande sur quelle piste est ma source de voix qui va me servir à savoir quand est-ce que je dois docker, donc baisser le niveau, et quand est-ce que je dois le remonter. Donc la source c'est la piste audio 1, puisque c'est sur la piste audio 1 que j'ai mes voix. Et ici je vais pouvoir choisir plusieurs choses. Je vais pouvoir choisir évidemment à quel niveau est-ce que je veux descendre la musique. Et il y a d'autres réglages, je ne vais pas vous faire les détails ici, mais en gros on va écouter ce que ça donne ici avec les réglages de base. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Non, pas encore, voilà. Mais abonnez-vous. Comme ça, du coup, vous serez tenu au courant chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Surtout si vous appuyez sur la petite cloche. Parce que des fois, on est abonné, mais on n'a pas appuyé sur la petite cloche. Eh ben, c'est dommage, il faut appuyer sur la petite cloche. Vous voyez que ça marche assez bien. Voilà, c'est ce sur quoi moi j'ai flashé dans DaVinci Resolve 19, mais il y a encore pas mal de choses. N'hésitez pas à fouiller dedans, faites plein d'essais. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et sinon, bah tant pis.